Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour vous présenter le projet La Vitrine Technologique. Ce projet, implanté actuellement dans la ville de Laval, est une solution novatrice pour vos enjeux de logistique. Pour nous parler de cette initiative, nous n'avons pas un conférencier, mais trois, que je vais vous présenter dans quelques instants. Pour ma part, je suis Laetitia, modératrice de la rencontre. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré. L'enregistrement sera disponible pour une durée limitée au courant de la journée sur notre site detailquebec.com et la présentation de nos conférenciers vous sera acheminée demain dans le courriel de remerciement. Encore merci à toutes et tous d'être des nôtres ce matin. Donc, pour nous parler de la vitrine technologique et vous inspirer, qui de mieux que les porteurs du projet pour nous l'expliquer? Je vais commencer par vous présenter. Donc, on va avoir Jean Carrière de Lock-Ego, Clément Sabourin de Courant Plus et François Morin de Lavalinov. Jean, donc lui, il a dirigé pendant près de 10 ans une équipe de développement des affaires en commerce électronique chez Poste Canada. Depuis 2017, il dirige e-mission dans le but de supporter la logistique des commerces en ligne et d'optimiser la gestion du dernier kilomètre. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et depuis 2021, Jean s'est joint à l'équipe de direction de Lock-Ego en tant que chef vente et partenariat. Clément, lui, après une carrière en journalisme, avec notamment plus d'une décennie passée au sein de l'agence France Presse, a cofondé en 2019 Courant Plus, première entreprise canadienne de transport décarboné. Associé à des spécialistes de la livraison urbaine et des chaînes d'approvisionnement, il participe à révolutionner le transport en ville en déployant des solutions agiles, propres et vertes au plus près des besoins des entreprises dans le but d'accélérer la transition écologique. François, quant à lui, a œuvré à titre de directeur général de la SDC Promenade Fleury. SDC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Société de développement commercial. Donc, il a fait ça pendant près de 10 ans. Fort de son expérience en développement territorial et de ses aptitudes en communication marketing, il se joint à l'équipe de Lavalinov en tant que chargé de projet emploi dans lequel il pilote des projets variés et structurants, dont celui de la vitrine technologique réseau des casiers connectés. Sans plus attendre, je laisse la parole à nos conférenciers et je vous retrouve en fin de webinaire. Excellente journée. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je vais juste prendre quelques petites secondes pour partager notre présentation. Pendant que tu présentes, je peux demander aux participants, est-ce que vous pouvez me confirmer que la section chat fonctionne pour vous, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Donc, je vous invite à Laetitia, écrire un Pour... petit mot. Laetitia, c'est Jean. Oui, Peux-tu vérifier je peux pas démarrer ma vidéo. oui, on va vérifier ça dans un instant. Les aléas du direct, mesdames et messieurs. Cindy, je te laisse vérifier la caméra de Jean. Donc, parfait. Je vois qu'au niveau des participants, le chat fonctionne. Merci infiniment. Au niveau de... Tout le monde voit bien ma présentation aussi? Moi, personnellement, je la vois bien. Si quelqu'un, en tant que participant, peut me confirmer qu'il voit bien la présentation également. On voit bien. Merci beaucoup. Ouais, excellent, on est paré, donc on va pouvoir débuter et Jean qui apparaît. Donc, Ouais. je vais débuter très rapidement. Donc, merci beaucoup Laetitia et bon et toute l'équipe Cindy de Détail Québec de nous recevoir ce matin. Merci à tous les participants. D'entrée de jeu, je pensais me présenter, mais je vois que la présentation était déjà très, très bien faite. Donc, François Morin, je suis chargé de projet au bureau de projet à Lavalinov. Je parlerai un petit peu plus à la toute fin de qu'est-ce que c'est que Lavalinov. Mais essentiellement, voilà, c'est ça, j'ai une expertise et une expérience là, de près d'une décennie en développement commercial et territorial sur une artère commerciale au nord de Montréal. Et donc, tout ça pour dire que j'ai à cœur effectivement le développement là, des communautés puis du commerce de proximité, là, assurément. Donc, voilà. Et je pense que le projet qu'on vous présente ce matin est tout à fait en phase avec ça. Donc, je laisse Jean se présenter. OK. Ben, même chose pour moi. Tout a été dit ou presque. Je suis content d'être là ce matin. Effectivement, mon expérience, c'est, je pense, pertinente parce que j'ai beaucoup travaillé du côté du commerce électronique, mais aussi en logistique. Donc, le dernier kilomètre, ça fait des années que je me pose des questions par rapport à ça depuis que je travaille dans ce domaine-là. Et donc, avec le Kego, c'est comme un match vraiment intéressant par rapport à la vitrine dont on va vous parler ce matin. Il y a vraiment un lien entre comment on développe des nouvelles façons de gérer le dernier kilomètre. Et c'est ce qu'on va vous présenter ce matin. Clément? Clément.
Bonjour à tous, je suis Clément Sabourin, j'ai donc cofondé Courant Plus il y a un peu plus de 3 ans. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vais laisser mes collègues amorcer la discussion. J'aurai le plaisir de vous présenter ma compagnie qui est le bras transport de ce magnifique projet. Alors, nous, on avait pensé, pour briser la glace, d'entrée de jeu, vous poser peut-être quelques petites questions, donc en utilisant la fonction main levée. En théorie, on devrait voir le décompte assez facilement. Qui d'entre vous a fait livrer un colis à la maison au cours du dernier mois, donc les 30 derniers jours? Voilà, ça monte, ça apparaît. Si on a la totalité des participants, ce sera assez évocateur. Moi, je ne lèverai pas la main, mais j'ai un achat à faire qui va devoir se faire en ligne. Donc, je pourrais aussi bien lever la main. On voit que plus de la moitié des personnes présentes se sont fait livrer un colis au cours du dernier Exact, mois. hein? C'est bien ça, Oui. OK. Donc voilà, ça envoie déjà un premier indicateur. Jean, je laisse d'autres questions. On va vous poser 3 questions. En fait. Oui, alors deuxième question, ceux qui se sont fait livrer des colis ou des achats en ligne récemment, qui d'entre vous a eu des difficultés avec la réception d'un colis à la maison, suivant donc un achat, que le colis a été perdu, volé, endommagé, laissé aux intempéries ou quelque chose dans le genre, encore une fois, en levant la main à qui c'est arrivé, ou qui ont été obligés, encore pire, de se déplacer dans un centre de distribution pour chercher leur colis. Peut-être depuis plus qu'un mois, là, on pourrait dire. Oui, dans vos expériences de la dernière. Oui, exact. Donc, ça monte. On arrive aussi presque à la moitié des personnes. Parfait. Comme quoi, c'est un enjeu quand même. Hein? Ouais. Oui. Oui, il y a peut-être un lien avec la présentation finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des détaillants de Laval ou des organisations qui sont basées à Laval? C'est peut-être moins. Ça, c'est une petite question plus pratico-pratique pour nous. Donc, c'est bien 2. Moi, je vois le chiffre 2 participants. C'est ce que OK. Ouais. Très intéressant. Clément, veux-tu peut-être juste un tout petit peu, on avait pensé au niveau des statistiques qui sont présentes, ou peut-être Jean aussi, là, qui est féru évidemment de commerce en ligne puis d'achat en ligne, peut-être discuter des quelques statistiques, puis on en a d'autres qui suivent aussi là, juste après. OK. Ben, je peux le prendre sans problème. Je pense que tout le monde le sait, le commerce électronique, ça a vraiment pris son envol depuis à peu près, je dirais 2010-2012, qui ont été les premières années où le Canada s'est vraiment impliqué au niveau du commerce électronique. Mais ce qui a été, permettez-moi l'anglicisme, mais ce qui a été le game changer, ça a vraiment été la pandémie. Je pense que tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués avec l'achat en ligne ont vu comment la pandémie a fait une grosse différence. Les gens ne pouvaient plus se rendre en boutique, alors nécessairement, ils sont mis à acheter en ligne. Il y avait déjà les plus jeunes générations achetaient déjà beaucoup en ligne. Ce qu'on a vu, c'est que les générations de gens plus âgés s'y sont mis aussi. Donc, les pourcentages de gens de 60 ans et plus, 70, 75 ans et plus qui sont mis à magasiner en ligne, ça a vraiment ça a explosé. Donc, quand on regarde la croissance, on parle de 5,5 trillions. C'est des chiffres de Shopify en 2022. 84,4 milliards de dollars d'achats en ligne au Canada. Puis sur la prochaine slide, on va vous parler du Québec. Et aux dernières nouvelles, le dernier sondage de 2020, c'était 82 des Canadiens qui faisaient des achats en ligne. 2020, on était en pleine pandémie. Ces pourcentages-là ont même augmenté depuis. Parlant de ça, puis peut-être François, si ça te va juste passer à la page suivante, là. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être vu cet article-là qui a été mis dans la presse plus en fin de semaine. On parle de l'impact caché de nos achats en ligne, puis on parle beaucoup là-dedans du dernier kilomètre, entre autres, puis de ce que ça représente, ces impacts-là, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la sécurité donc dans les secteurs résidentiels, parce que Nathalie Collard disait, ben, dans une marge de 15 minutes dans un secteur de Montréal, j'ai vu passer 3 camions de livraison dans une soirée. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour la sécurité? Mais qu'est-ce que ça représente évidemment aussi en termes d'écologie, d'avoir des camions qui se promènent comme ça dans nos quartiers. On voit donc que l'augmentation de l'achat en ligne peut avoir des conséquences. On parle en 2021, là, on est à 16,1 milliards de dollars au Québec.
C'était une hausse de 30 par rapport à 2019. Ce qu'on voit aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, on est rendu à des seuils qu'on avait prévus pour 2025-2026 en 2022. Puis bien que la croissance est moins forte depuis l'année passée, c'est quand même une croissance à double chiffre. On parle de 10, 11, 12 de croissance. Malheureusement, le côté négatif de ça, c'est que, puis je dis malheureusement, je parle évidemment pour nos marchands locaux, c'est que 48 de ces achats-là qui sont faits sur le site d'Amazon comptent seulement 19 sur le site québécois. Sinon, c'est d'autres sites canadiens puis des sites ailleurs dans le monde aussi. Une statistique intéressante, le transport des marchandises contribue à 10 des émissions de CO2. C'est quand même, le secteur des transports, c'est quand même le secteur qui est le plus grand contributeur au niveau des GES, puis c'est évidemment pas celui-là où on veut être les meilleurs. Puis c'est dans le dernier kilomètre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de transport qui se fait avec beaucoup de camions et souvent, malheureusement, contrairement à Courant Plus, c'est effectivement des véhicules polluants qui vont faire ces transports-là. Alors, si vous n'avez pas eu la chance, on vous a mis le lien dans la présentation. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir cet article-là, vous pourrez. Puis hier soir, il y avait, puis on pourra mettre le lien peut-être aussi là, dans le courriel qu'on vous enverra, mais il y avait les réactions des gens par rapport à ça là, qui peut être intéressant. Je te redonne la parole, François, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Merci, Jean. Effectivement, puis on avait aussi dans notre présentation avant, qui était prête un petit peu avant l'article qui a paru ce week-end, un article qui est un petit peu plus vieux, là, qui date un peu, mais qu'on a tout de même laissé, qui fait écho justement à ce qu'on discutait tantôt, finalement, là, de ces fameuses pertes de colis. On sait que c'était beaucoup d'actualité au début de la pandémie 2020-2021. Donc, évidemment, avec la hausse là, les commerces étant fermés, bien sûr, et la hausse de l'achat en ligne et des livraisons, tout ce que ça a occasionné comme problématique là, en termes finalement de colis livrés, mais pas toujours reçus. Donc, un autre article intéressant, mais qui peut-être date un peu. Cela dit, cette problématique-là n'est pas entièrement disparue. Donc, effectivement, et ce qu'on trouvait intéressant avec l'article qu'on vous partagera, je mettrai les liens tout à l'heure, effectivement, il y a même eu une entrevue qui faisait écho à cet article-là au 98.5 avec à l'émission de Luc Ferrandez qui était fort intéressante avec le directeur général du CQCD. Et nous, il n'y avait pas de meilleure actualité finalement pour mettre en contexte ce qu'on allait vous présenter ce matin. Donc, d'autant plus intéressant. Et c'est un petit peu toutes ces questions-là et toutes ces problématiques-là qui sont discutées, qui sont mises de l'avant dans cet article-là, qui ont un peu donné naissance au projet qu'on vous présente aujourd'hui, le réseau de casiers connectés. C'est un petit peu la genèse. Donc, on est dans un temps de pandémie 2020 et on voit la hausse du commerce en ligne, des commerces locaux, les grandes chaînes fermées. Pas besoin de trop en dire. Je pense que tout le monde se souvient de cette époque. Chez nous à la Valinov, mais d'autres, évidemment, on se questionne à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Y a-t-il des nouvelles solutions qu'on peut développer, mettre en place pour adresser cette problématique-là. Et on a vu aussi, principalement, moi j'en étais bien conscient à l'échelle montréalaise, mais à l'échelle de la grande région de Montréal, toutes sortes d'initiatives prennent naissance. Je pense aux livraisons à vélo, là, et dans lequel le Courant Plus était partenaire aussi, donc livraison décarbonée, donc des solutions comme ça qui ont été mises en place à Montréal et ailleurs. Et c'est un petit peu dans ce contexte-là, finalement, a pris naissance les premières discussions pour la mise en place d'un projet. Essentiellement, puis on va aller évidemment plus dans les détails sur comment fonctionne la vitrine, mais ce qu'on propose aux consommateurs, c'est leur permettre d'effectuer des achats qui seront auprès de différents commerces, principalement de proximité, mais c'est ouvert à tous, et qui sont livrés gratuitement dans des casiers intelligents. Et la livraison se fait par livraison 100% électrique, donc entièrement décarbonée. Évidemment, à une certaine époque, puis pour faire écho, puis pour raisonner avec la pandémie, évidemment, il y avait tout l'aspect de la livraison efficace, accessible et sécuritaire, donc respect des normes sanitaires, etc. Mais c'était aussi pour offrir un avantage concurrentiel, et ça l'est toujours, bien entendu, aux petits commerces, donc aux commerces de proximité face à la mainmise de Amazon dans le commerce électronique. Donc, encore une fois,
De façon générale, la vitrine technologique réseau de casiers connectés, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vitrine technologique, c'est un mot savant pour dire projet pilote essentiellement. C'est donc d'offrir une alternative sécuritaire et écologique à la livraison de colis à domicile, la livraison de colis qu'on pourrait dire traditionnelle. C'est une problématique, c'est un projet qui aborde la grande problématique du dernier kilomètre. Donc, on en a parlé et je pense qu'on en reparlera. C'est évidemment une solution qui se voulait en soutien au commerce local, étant donné que c'est gratuit et assez facile d'accès pour le petit commerce pour transiger avec la vitrine technologique. Une solution écologique, donc il y avait une grande importance à l'aspect mobilité, transport décarboné qui a été pris en compte. Et encore une fois, je le dis et je le répéterai souvent, on veut que ce soit bien clair, c'est un service qui est entièrement gratuit. Très rapidement, donc, qu'est-ce qu'une vitrine technologique? Pour faire écho au projet de façon plus large, donc, c'est une expérimentation. Je le disais, c'est un projet pilote, donc c'est une expérimentation d'une durée déterminée. Dans notre cas, le projet ou le pilote, là, où la vitrine ou le réseau de casier, au fond, est disponible, c'est un an. Et donc, dans un lieu circonscrit, dans notre cas, encore une fois, c'est sur le territoire lavallois, d'une nouvelle technologie qui vient tout juste d'être commercialisée ou dont le niveau de maturité technologique est très élevé. Dans notre cas, c'est pas tant juste une seule technologie, mais je dirais peut-être la conjoncture ou l'amalgame de deux technologies, façons de faire ou solutions innovantes, là, les casiers connectés de Lokego et le transporteur courant plus avec sa livraison 100% électrique et son modus operandi, si je puis dire, qui est testé ici. Puis l'objectif de la vitrine, c'est de bâtir donc un business case pour permettre de déterminer les conditions requises pour l'implantation à plus grande échelle de cette technologie-là ou ce modèle d'affaires-là dans le cas présent, là, je pourrais dire, pour qu'il soit un succès. Donc, ce qui est surtout intéressant ici, et c'est le cas dans le cadre de notre vitrine à nous, c'est qu'il y a une étude d'impact qui est réalisée par un partenaire, donc à savoir, et normalement, c'est le cas pour toutes les vitrines technologiques, à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour vraiment, finalement, avoir justement, c'est ça un business case, un rapport qui va nous dire, ben dans un environnement donné, voici comment faire les choses, voici quelle chose à adapter pour un autre environnement. Donc, et ça c'est assurément quelque chose qui est très prometteur et qui se fait en temps réel avec le fonctionnement de la vitrine. Je ne peux pas passer évidemment sous silence la grande implication de plusieurs partenaires. Donc, rapidement, évidemment, Laval-Innov qui a le mandat de gestion générale du projet. Mais comme on est sur le territoire lavallois, on a la Chambre de commerce de Laval qui est présente avec nous. CQIC Numana, qui était le Centre québécois en innovation du commerce, qui était présent là, dès le départ. On reçoit aussi de judicieux conseils de la part de Coop Carbone, Propulsion Québec et Innovlog qui réalise l'étude d'impact avec son soutien en logistique. Et tous ces joyeux membres-là, ainsi qu'évidemment, vous l'aurez compris, Lokego et Courant Plus sont membres du comité aviseur. Donc, qui se rencontrent pour discuter de la vitrine là, de façon deux fois par mois, donc bimensuellement. Et enfin, les principaux acteurs, bon, encore une fois, Lokego, Courant Plus, Laval-Innov, bien sûr, mais nos partenaires financiers qui soutiennent le projet. C'est un projet qui est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation via Investissement Québec et bien sûr la Ville de Laval, mais on a un partenaire privé aussi, on en est très heureux, c'est Rogers Communication. Et donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes, mais je laisse maintenant mon collègue Jean vous parler un petit peu plus en détail, bien sûr, de comment ça marche. Merci. Est-ce qu'on fait peut-être une pause pour voir s'il y a des questions, s'il y a des gens qui... Parce qu'on peut garder des questions pour la fin, mais s'il y a qui ont déjà des questions à ce point-ci, là, on est disponible pour répondre. Parfait. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat. On va vous laisser quelques instants pour que vous puissiez poser les questions. Moi, j'ai une petite question. Je vois que c'est un projet dans lequel il y a plusieurs partenaires. Admettons qu'un détaillant qui ne soit pas de la ville de Laval soit présent et qu'il aimerait porter le projet à sa ville. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils doivent vous contacter pour vous dire que ça pourrait être intéressant de voir si cette initiative pourrait également se faire dans leur ville ou c'est vraiment des organisations qui doivent vous approcher? En fait, si je peux répondre, François, si ça te va, des municipalités nous ont déjà approché, d'autres depuis qui ont entendu parler de la vitrine technologique et on est en pour parler avec
quelques municipalités au Québec présentement pour faire des projets qui ne seront pas tout à fait les mêmes, mais qui peuvent arriver avec certaines variations. Alors, ça peut être soit un marchand d'une ville qui contacte sa municipalité ou que ce soit le marchand qui nous contacte directement chez Lokego. On peut parler à Courant Plus aussi. Dans le cas du projet de Laval, c'est vraiment Laval Innov qui était gestionnaire du projet, mais c'est sûr que si on sort de Laval, là, à ce moment-là, ça pourrait se faire directement soit avec Courant Plus, soit avec Lokego. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Jean, pour la réponse. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc je pense que vous pouvez continuer. C'est bon. Alors, je vous donne un peu de détails sur le projet pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Ce que vous voyez présentement, c'est la carte, évidemment, de l'île Jésus, de Laval. Puis les points en vert foncé que vous voyez sont les points là où on a installé les stations de casier. Vous allez voir qu'il en reste, qui ne sont pas encore finalisées d'installer, mais pour la plupart, elles ont déjà été installées et donc en fonction. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'installer un réseau de 12 stations de casier avec 20 portes de casier à chacune des stations, portes qui peuvent être de grandeur différente. Donc, on parle de 240 casiers intelligents qui sont répartis sur le territoire. Notre façon de trouver les lieux, puis je vais avouer que ça peut être un peu la croix et la bannière là, quand on se met à dire on va trouver des lieux pour installer des casiers. Les gens, au départ, il faut savoir que en Amérique du Nord, des casiers connectés, les gens ne connaissent pas beaucoup ça, puis on sait qu'on doit faire des efforts pour faire changer l'idée des gens, mais les casiers connectés existent en Europe puis en Asie depuis des années, puis ça fonctionne bien. Alors, l'idée, c'est la vitrine, c'est de dire, on l'installe à Laval dans un lieu circonscrit, donc dans une région qui est circonscrite, puis on se dit, on va donner la chance aux gens de les utiliser pour voir comment ça fonctionne. Alors, on a été chanceux, on est allé chercher des stations de métro, épiceries, commerces de proximité, qui sont super bien placés, Gare Exo aussi avec nous. Donc, on a des lieux qui sont vraiment très intéressants, qui sont pour la plupart en lien directement avec les transports des gens. L'idée, vous aurez compris, c'est qu'on ne veut pas dire aux gens, vous ne recevez pas votre colis à la maison, mais prenez votre auto pour aller chercher votre colis ailleurs. On veut vraiment que les gens, sur leur chemin habituel, que ce soit à la sortie du métro, que ce soit à la sortie de la gare ou dans un commerce de proximité où ils se rendent déjà de toute façon, qu'ils puissent en même temps profiter pour recevoir leurs achats en ligne. Là. Et évidemment, comme François le disait, un service de livraison écologique zéro émission qui va faire le lien entre les marchands et la livraison dans les casiers. Donc, comment ça fonctionne? Le client, le consommateur fait un achat en ligne, que ce soit en ligne ou par téléphone, ça fonctionne de la même façon, auprès d'un commerce de proximité. Puis à ce moment-là, spécifie à quelle station de casier il souhaite utiliser. Je ne vais pas m'étendre sur la partie intégration technologique parce que je pense qu'on n'aurait pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il peut y avoir une intégration technologique qui se fasse en fonction des besoins de chacun des marchands pour faciliter le travail avec les consommateurs aussi, mais on n'ira pas, mettons, sur cette partie-là aujourd'hui. Mais donc, une fois que le marchand a préparé la commande, le marchand fait réserver un casier pour son consommateur, ça va générer automatiquement une demande de ramassage auprès de Courant Plus. Une fois que cette demande-là a été faite, Courant Plus va donc organiser le ramassage du colis chez le marchand et aller faire le transport pour déposer dans un casier à l'endroit qui a été réservé par le client. En fait, l'endroit qui a été choisi par le client là, dans les 12 stations. Le client va recevoir directement sur son cellulaire, soit par SMS ou soit par courriel, un numéro de casier et un code d'accès numérique. Ce lien-là, c'est le lien qui va devoir présenter devant les casiers en appuyant sur le lien directement proche des casiers. Ça va faire ouvrir la porte du casier où son colis était déposé. On fait le ramassage, on referme la porte, puis le consommateur donc a son colis en main. Et donc, les colis vont rester disponibles pour les clients là, sur une certaine période. On va faire des rappels aux 24 heures pour dire aux clients, si jamais ils ne sont pas passés chercher leur colis, de venir le chercher, évidemment. Alors, en gros, c'est le fonctionnement. Je comprends qu'on est très haut niveau. S'il y a des questions de détail, on pourrait y revenir aussi tantôt. Une question, Laetitia, je ne sais pas, c'est pas tant en lien avec le détail du fonctionnement. Il y a une question. C'est ça. Est-ce qu'on la prend tout de suite? Si vous voulez la prendre tout de suite, oui, bien sûr. Donc, on nous demande, est-ce qu'un promoteur immobilier dans son projet peut avoir un appui économique de partenaires financiers? Moi, je n'ai aucune expertise là-dessus.
Si vous le savez. Ça fait référence un peu, je pense, à tout à l'heure quand on présentait les différents partenaires au projet. J'aurais envie de dire, Oui, évidemment, ça dépend pour faire quoi. C'est un peu, je prends la réponse parce que c'est peut-être une façon dont nous, chez la Valinov, avec lesquels on travaille, c'est-à-dire qu'on est là, entre autres, pour mettre en place des projets structurants de toute nature. Hein. Là, on a un projet en commerce de détail, mais on est prêt à faire des projets structurants avec des partenaires aussi privés. Ça peut être un promoteur immobilier. On pourrait approcher, s'il y a une problématique, on pourrait décider qu'on monte justement un business case et aller chercher du financement. Mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il y aurait en tête. Puis, dans notre cas, quelle région est visée, évidemment. Mais sinon, il y a d'autres structures qui peuvent peut-être faire d'autres ERAC, comme la Valinov, d'autres des SDC, des SADC aussi dans des régions. Parfois même des MRC qui peuvent être intéressés à monter des projets avec du privé. Mais là, je pense que je m'égare. Dites-nous en tout cas dans le chat si ça répond à votre question. Oui, Jean? J'allais dire peut-être pour ajouter à ça, il y a différents cas d'usage qui peuvent être utilisés, qui peuvent permettre, je vois qu'on a Francis là, qui est chez XSpaceBox, qui connaît très bien aussi ce domaine-là. Il y a différents cas d'usage qui peuvent être utilisés où les casiers peuvent être utilisés. Quand on parle d'un promoteur immobilier, par exemple, dans certaines tours à condos, on va installer des casiers aussi. Mais là, l'utilisation va être un peu différente dans le sens où c'est un marchand qui va utiliser un transporteur qui va faire une livraison dans une tour à condo. Puis là, c'est la destination finale, c'est la tour à condo. Alors, plutôt que de laisser dans le lobby des colis qui traînent partout, on les organise puis on permet à ce moment-là qu'il y ait une plus grande sécurité dans la tour à condo. C'est un cas d'usage qui est différent. On peut parler quand même d'achat en ligne, mais on fait quand même une livraison du dernier kilomètre vraiment à la porte, alors que dans le cas des casiers qu'on a installés à Laval, on n'est pas à la porte des consommateurs, on est dans un secteur où les consommateurs passent de toute façon. Il peut y avoir cette différence-là. Et il y a différents cas d'usage comme ceux-là qu'on peut regarder, dont on peut discuter aussi. Parfait, merci beaucoup, Jean. Plaisir. Je continue donc, François, si ça te va. Alors, pourquoi ce projet est-il pertinent? Dans le fond, puis là, ce que vous allez voir en vert, je suis pas mal sûr que vous le savez déjà, là, puis je veux pas être répétitif, mais on a besoin d'apporter une solution au dernier kilomètre. Vous avez probablement vu qu'à Montréal, il y a un projet qui s'appelle Colibri, qui existe depuis une couple d'années, que la Ville de Montréal a subventionné. Il y a d'autres projets comme ceux-là qui s'en viennent aussi, où on dit ça n'a pas de bon sens qu'on ait autant de camions qui rentrent dans le centre-ville de Montréal et dans les secteurs résidentiels autour pour venir faire de la livraison. Comment on est capable de faire ça autrement? Donc, on veut travailler à la fois le côté écologique, mais le côté économique aussi. Tout le monde sait que les livraisons, puis Amazon a été un des premiers à encourager les livraisons très rapides ou ultra rapides. Vous avez probablement vu qu'à New York, il y a de la livraison en dedans de 2 heures qui se fait à travers Amazon. Ce genre de livraison-là a un impact directement, évidemment, là, sur les GES qui sont émis, sur aussi la demande, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on peut avoir quelque chose aussi rapidement, pourquoi je me déplacerai en magasin? Je vais juste faire la commande, puis je vais m'assurer de l'avoir dans les 2 heures qui suivent. Est-ce que c'est vraiment un besoin? C'est une autre question. Donc, pourquoi c'est pertinent? Parce que ça offre aux marchands une façon de faire qui est un peu différente de la façon habituelle. Tout en étant beaucoup moins cher. Dans le cadre du projet, on disait, pour les marchands, ça va être gratuit parce que c'est subventionné, mais même en temps normal, ça va être moins cher parce qu'on dit aux transporteurs, tu te rends à un endroit pour faire 10 livraisons plutôt que de faire 10 endroits pour faire 10 livraisons. Normalement, les coûts associés à ça vont diminuer aussi. Évidemment, ça nous donne une meilleure compétitivité face aux Amazon et aux autres parce qu'on réduit nos coûts. Le but de ça au départ aussi, c'est de favoriser l'achat local. Là, ça s'inscrit dans les paniers bleus et autres dont vous avez entendu parler. On parle de transition écologique, évidemment. Là. Ça offre aux clients une alternative face aux différents problèmes, que ce soit, on posait la question au départ, puis on a vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont eu des problèmes, soit de vol, soit de bris, soit de problèmes d'intempéries avec leur colis. Ça offre une alternative. Donc, les casiers qu'on installe sont des casiers qui sont bons, qui sont disponibles à l'année, qui sont bons aussi bien à moins 40 qu'à plus 30 en été, qui sont totalement, je cherche le mot français, étanches pour les intempéries. Donc,
c'est vraiment, c'est disponible, c'est facile. Puis évidemment, comme disait François tantôt, là, on a une étude d'impact social. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est bien accepté, puis comment on est capable après ça de répliquer ça. Donc, c'est ça. Puis si on le réplique, bien, on veut le répliquer en dehors de la région de Laval, ailleurs au Québec, puis possiblement en Amérique du Nord aussi. Je ne passerai pas à travers tout ça. Je ne veux pas vous endormir, mais il y a plusieurs avantages pour vous, pour vos clients. On en a déjà parlé de plusieurs, là, mais on revient au vol, on revient aux intempéries, on revient à s'assurer que les colis l'intégrité des colis, c'est protégé. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent par rapport à ça. Là, quand on parle d'une livraison plus verte, dans une des entrevues qui a eu lieu suite à l'article de Nathalie Collard de la presse, on disait justement que plus ça va, plus on voit des cartons à être recyclés. Donc, le fait de faire une livraison en casier peut permettre aussi de regarder sur des solutions de moindre emballage qu'on ne faisait pas avant. Donc, il y a cette partie-là aussi qu'on peut regarder. Mon colis, quand je le veux, où je le veux, ça permet aux gens qui travaillent de soir, de nuit, d'avoir une livraison à un moment qui leur adonne plus, puis qui donc va permettre que même s'ils ne sont pas là, ou à la limite, je suis parti en dehors pour une journée ou deux, je sais que mon colis est en sécurité à un endroit où il va être encore là, quand je vais revenir. En gros, vous allez avoir la présentation, vous pouvez regarder le détail des autres avantages, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter, entre autres, comme avantage. Je suis rendu à vous parler de Lokego. Lokego, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016 par notre CEO qui est Gabrielle Larue, que plusieurs d'entre vous peut-être connaissez. C'est une fonceuse, une fille qui travaillait avant ça chez Evenco, qui a vu qu'il y avait un marché pour des casiers, particulièrement dans l'événementiel au départ. Puis quand la pandémie est arrivée, bien, évidemment, les événements du genre Evenco, du genre Oshiaga et autres ont beaucoup diminué, pour ne pas dire arrêté. Donc, il fallait trouver une façon de réutiliser les casiers puis de faire autre chose avec. C'est une vision que Gabrielle avait déjà depuis le départ de dire, bien, ce serait bien que les casiers puissent être utilisés aussi pour de la livraison, pour les achats en ligne. Donc, c'est comme ça que l'idée est partie. Donc, on est une entreprise en technologie, on est basé à Montréal, puis notre mission, c'est d'améliorer l'infrastructure liée à la livraison de colis, puis à la gestion aussi des effets personnels, parce qu'on fait encore de l'événementiel, aussi bien pour le milieu urbain que ruraux. Et donc, on travaille avec une plateforme infonuagique qui gère toutes les interactions avec les casiers intelligents. Puis ça permet la livraison par des transporteurs vers des casiers sécurisés qui sont accessibles 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est vraiment notre entreprise qui est en croissance. C'est une PME basée ici à Montréal. Notre fournisseur est ici à Montréal aussi. Ce que vous voyez là, c'est un exemple de casier qu'on installe. Évidemment, ça peut être très coloré, ça peut être aux couleurs de l'entreprise avec laquelle on va travailler. Vous avez vu tantôt que les casiers de Laval sont verts parce que, ben, on voulait évidemment faire un clin d'œil à ce que c'est une option verte, mais donc, on peut mettre des logos, on peut mettre du vinyle dessus. Puis, ben, il y a tous les avantages que c'est une option sans contact, qu'il n'y a pas de file d'attente, qu'on élimine les vols, comme on dit tantôt. Nos casiers sont modulaires. Là, vous en voyez deux sur la photo. Sur les stations de Laval, on a installé 3 colonnes côte à côte, mais on peut en installer plus aussi. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Le casier comme tel, c'est de la quincaillerie. Là, on passera pas beaucoup de temps à en parler parce que ce qui est plus important, c'est vraiment ce qui se passe à l'arrière, c'est-à-dire quand on parle de casier intelligent ou casier connecté, de quelle façon ça fonctionne, puis de quelle façon on rend l'utilisation de ça par les consommateurs, mais aussi par le marchand facile. François? Il y avait une question là, par oui, rapport à. Oui, okay. il y avait une question par rapport à comment est déterminée la taille du casier, où sera déposée la commande, les tailles disponibles, temps maximum de séjour dans un casier. Donc, Jean, je te laisse aller, je sais qu'on a réponse à ça. OK. Rapidement. Je ne vois pas celle sur
Je ne vois pas celle sur la taille des casiers, mais oui, effectivement, il va y avoir différentes grandeurs de portes. Puis au niveau de l'intégration, on peut se rendre jusqu'au point où le marchand, quand il vient pour faire un envoi, quand il veut réserver un casier, il peut donner les dimensions de l'envoi qui vont permettre de réserver selon la bonne dimension du casier aussi. Il y a des portes qui sont vraiment plus petites, comme vous voyez sur l'image. Il y a des portes qui sont vraiment plus petites qui vont faire plus comme pour des enveloppes matelassés, alors que d'autres sont plus grands qui vont permettre pour des plus grosses boîtes. On essaie toujours d'avoir un mix de ces différentes grandeurs de portes-là pour qu'effectivement, à peu près tous les colis puissent entrer. Quand je dis tous les colis, là, je ne parle pas des pneus et des skis, là, évidemment, là, mais ce qu'on voit le plus régulièrement au niveau des achats en ligne. Je vois une autre question de Martin. Est-ce que votre projet peut s'intégrer à celui d'Envoi Montréal? On parle déjà avec Envoi Montréal, effectivement. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse se parler. Si vous avez des questions, là, mes coordonnées sont avec la présentation. On pourra se parler en direct par après parce qu'effectivement, on est en conversation avec Envoi Montréal. Et il y avait une autre question concernant les types de commerces lavallois qui participent au projet. OK. Je vois qu'il y a discussion, il y a question-réponse. J'ai les deux boîtes ouvertes, là, mais je ne vois pas celle-là par rapport au type de commerce. En fait, tout type de commerce là, peut participer. Évidemment, nous, on vise principalement le commerce de détail. C'est ce qui se prête mieux, évidemment, pour de la livraison en casier. Mais on s'est posé la question à savoir s'il y a des commerces en alimentation qui peuvent fonctionner à l'intérieur des casiers. Tout dépend finalement de la préparation finalement du colis en lui-même. Donc, on est ouvert vraiment tous les types de commerce. C'est une solution qui est ouverte ou qui a été réfléchie dans une optique là, pour soutenir les commerces de proximité, les commerces locaux, mais ça peut être un grand détaillant, une grande chaîne aussi, bien sûr, qui utilise notre service là, pour le temps du pilote. Je vois que dans la question taille disponible, il y avait aussi à la fin la question temps maximum. Temps maximum. Exact. En temps normal, ce qu'on vit, c'est qu'il y a un ramassage dans les 48 heures, puis à presque 95% du temps, c'est ce qui existe. Donc, ça, c'est d'une façon régulière, de la façon que on va fonctionner avec certains marchands. Certains marchands vont dire, ben moi, je veux que mon bien soit ramassé plus rapidement, puis sinon, je vais m'arranger pour qu'il y ait une livraison autre. Donc, d'un marchand à l'autre, il peut y avoir des discussions là, par rapport à ça. Besoin technique d'installation, courant électrique, oui, effectivement, ça prend une prise électrique régulière. On parle d'à peu près 35 ampères que ça tire de courant. On parle de 4 à 5 $ par mois là, de courant que ça dépense. Donc, là où on installe, ça prend une prise de courant. On travaille aussi avec des panneaux solaires. On a une couple de projets en panneaux solaires, mais disons que pour les projets de Laval, présentement, on est vraiment avec une prise électrique. Au niveau du Wi-Fi, quand on est à l'extérieur, on a des cartes LTE qui sont montées à même. Quand on est à l'intérieur, par exemple, dans des tours à condos ou dans des centres commerciaux, s'il y a un câble Ethernet qui est disponible, c'est ce qu'on va préférer. Le Wi-Fi étant un truc qui n'est pas aussi stable en termes de maintien en tout temps, on préfère ne pas aller sur le Wi-Fi. Donc, ça va être soit carte LTE, même à l'intérieur, des fois, on va aller en carte LTE si le Ethernet n'est pas disponible. Puis là, je vois un autre, dans le cas où un commerçant a pris une taille d'espace à colis, que le livreur se rend sur place avec le colis, finalement, le colis est trop gros pour l'espace disponible que fait le livreur. Bien là, il y a deux options. Soit qu'il y a d'autres casiers qui sont disponibles, puis là, à ce moment-là, on va comme modifier, on va utiliser un casier qui va être plus grand. Puis à ce moment-là, quand on va fermer la porte, le message qui va être envoyé au consommateur, ça va être vraiment par rapport au casier qui a été utilisé. Ça peut se faire. En temps normal, puis quand on fonctionne avec des marchands, là, ça fait quand même un petit bout qu'on fait ce genre de livraison-là, en dehors de Laval aussi. Les marchands finissent par prendre un rythme de savoir que c'est cette taille-là que ça me prend pour tel type de colis et ça devient assez facile à le faire, à l'utiliser. Ça arrive assez rarement qu'il y ait des problèmes. Tout à fait. Dans le microsite de Lokego, lorsqu'on réserve un casier, on entre les mesures de la boîte, du colis, mais les mesures des différents casiers, dans le cas de notre projet, sont bien claires, sont explicites. Là, la mesure intérieure. Donc, c'est assez simple, effectivement, de choisir la bonne taille de casier. Puis tu sais, je le disais tantôt, là, s'il y en a qui sont intéressés à ce qu'on pousse plus loin la conversation dans un deuxième temps, là, on pourra se rendre disponible, mais au niveau de l'intégration, on peut intégrer au même titre que, par exemple, si vous travaillez avec un fournisseur
qui va faire vos envois, puis qu'il y a un système de gestion de vos commandes, ben, on pourrait s'intégrer jusqu'au point où la grosseur des colis préparés est envoyée directement dans le système pour faire la bonne réservation en termes de casier. Ce n'est pas le cas présentement, ce n'est pas l'intégration qu'on a regardée pour le projet de Laval, mais on pourrait se rendre à ça, tout dépendant des besoins. On essaie de garder ça à un niveau assez simple pour aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des choses qui peuvent se faire au niveau de l'intégration aussi. Parfait. Juste pour m'assurer du contrôle du temps et puis que vous puissiez tous dire ce que vous avez à dire, on a une question. Est-ce que vous voulez la prendre maintenant ou souhaitez la prendre plus tard? On parle de savoir si les casiers sont loués par Lokego ou achetés par la personne qui offre le service de casier. Les deux modèles existent. Il faut voir où on les installe. Dans le cas d'un réseau déployé comme celui de Laval, habituellement, le fournisseur de casiers, dans ce cas-ci, le Kego, va être propriétaire, puis va demeurer propriétaire des casiers. Puis à ce moment-là, il va y avoir un frais de transaction qui va être relié à l'utilisation des casiers, soit par le marchand, soit par le transporteur. Dans le cas du projet de Laval, il n'y a pas de frais de transaction pour l'année en cours pour le temps du projet parce qu'on a des subventions. Par contre, il y a des gens qui veulent faire du ramassage en magasin. Vous allez commencer à voir les casiers qui sont installés à la sortie de certains magasins, des grosses quincailleries, etc. Mais là, souvent, eux autres, ils vont préférer être propriétaires de leur quincaillerie, puis à ce moment-là, de payer une redevance au niveau du logiciel d'utilisation. Donc, il y a comme différents modèles d'affaires qui peuvent exister par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Ça fait plaisir. Clément, on serait rendu à toi? Je suis là. Parfait. Merci pour toute cette présentation exhaustive jusqu'à présent. La mienne va être beaucoup plus rapide. Donc, Courant Plus s'occupe vraiment de faire le lien entre le marchand et le casier. Courant Plus, en tant que tel, c'est donc un transporteur basé à Montréal, mais qui opère vraiment dans la grande région métropolitaine. Tous les jours, on livre en gros de Saint-Jean-sur-Richelieu à Blainville. Et à Laval, donc on est partie prenante de ce projet en mettant à temps plein une voiture électrique qui constamment va récupérer la marchandise et l'acheminer dans les casiers. Pour présenter notre compagnie rapidement, donc on a un peu plus de 3 ans, on opère une flotte qui est composée aussi bien de vélos cargo à assistance électrique, de voitures électriques, de camionnettes électriques. On en a de plus en plus, ce sont des Ford e-Transit. On a aussi des camions. Là, on reçoit la semaine prochaine notre premier Lion 26 pieds. On avait des 20 pieds jusqu'à présent. Et notre promesse et notre mandat, c'est vraiment de pouvoir décarboner l'ensemble de la chaîne, que ce soit du pick-up des grosses palettes à l'entrepôt jusqu'au dernier kilomètre de colis. Nos équipes sont constituées de livreurs salariés. Ce sont donc des gens hautement professionnels, formés, qui sont bien au fait du profil de chacun de nos clients. Nos clients, ils sont composés aussi bien une vaste majorité, c'est des PME, des petites moyennes entreprises québécoises, montréalaises, lavalloises, aussi des grands joueurs tels que Decathlon, par exemple. Pour ce projet, pour nous, en fait, c'est vraiment très simple à faire. On est intégré à Loketgo, à la plateforme. En tant que tel, on pourrait aller encore plus vite. D'ailleurs, je ne veux pas bruiter quoi que ce soit, mais on est en train de réfléchir même si on ne pourrait pas gagner en durée, si on ne pourrait pas offrir un service en quelques heures. Je vous le dis parce que je serais curieux de savoir dans les participants si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à terme. C'est-à-dire qu'en gros, vous passez l'appel et 3 heures après ou 4 heures après, le colis est dans votre casier. Ça, techniquement, pour nous, c'est absolument pas un enjeu. Déjà, on me dit oui. Et c'est ça. La raison pour laquelle on est rapide, c'est déjà parce qu'on a une super équipe aux opérations avec une équipe de répartition, direction des opérations, et aussi un système d'optimisation qui nous permet de constamment optimiser nos routes. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné, nous aussi, on est intégré à la plateforme Envoi Montréal. Si vous vous connectez aujourd'hui, vous verrez déjà nos services. Voilà. Je pense que ça fait le tour rapidement de nos services, de notre participation au projet.
On est en train de faire des études d'impact. Nous, alors, c'est un projet spécial, donc la référence que je vais donner ne s'applique pas directement, mais sachez qu'en temps normal, on avait calculé qu'un colis livré à domicile en électrique à Montréal, c'est entre 4, et il y a plein de variables, mais en gros, c'est entre 400 et 500 grammes de CO2 en moins. Comme je dis, on est en train de faire vraiment une étude d'impact sur ce projet parce qu'il y a plein de variables différentes, mais ça pour dire que c'est quand même des réductions substantielles de gaz à effet de serre en un clic. Merci. Merci Clément. Donc, très rapidement, à propos de Laval Innov, donc je pense que des fois, ça peut peut-être susciter des questions, mais je vais y aller très sommairement. Donc, nous sommes ce qu'on appelle l'espace régional d'accélération de croissance de la région de Laval. Donc, c'est un ERAC, c'est une bébite qu'on retrouve dans chacune des MRC. Et notre mission, de façon générale, c'est de catalyser et de soutenir le développement de l'innovation dans l'écosystème lavallois. Et donc, de cette façon-là, on est là pour soutenir les entreprises qui souhaitent innover. On a un rôle aussi de promouvoir l'innovation sous toutes ses formes. Encore une fois, toujours un peu sur le territoire de Laval, ce qui se fait principalement à Laval. Et aussi de faciliter le développement de nouvelles solutions et de nouvelles technologies. Dans le cas qui nous occupe, par le biais de projets structurants, parfois, pas toujours, mais par le biais de projets structurants. Et un bon exemple de ça, c'est bien entendu la vitrine technologique dont on traite aujourd'hui. Mais évidemment, on est là évidemment, c'est une communauté autour de l'innovation, donc des expertises. On est effectivement, donc notre objectif au final, c'est de vraiment créer des synergies entre différents partenaires et intervenants et entrepreneurs, entreprises de la région. Donc, on est ouvert à beaucoup de projets de façon générale parce que l'innovation, c'est transversal. Et donc, on s'intéresse autant, oui, au commerce de détail, mais à l'agriculture, au développement durable, au manufacturier et l'industriel, qui est très présent d'ailleurs à Laval, mais à d'autres secteurs, en fait, à tous les secteurs, comme les sciences de la vie. Donc, on est toujours ouvert, là, si vous avez des projets en tête et que vous aimeriez les réaliser peut-être dans le cadre d'un pilote. C'est le genre de choses qu'on peut faire avec vous. Donc, voilà, je pense que ça conclut. Peut-être, vous avez nos coordonnées ici, ça vous sera acheminé demain, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Exact. Puis, il y a le site web de la vitrine. Puis, je voyais dans le chat des fois des questions qui pouvaient peut-être porter, donc, soit directement avec un de nos partenaires, Jean ou Clément. Mais si vous avez plus de questions, il y a beaucoup de réponses à vos questions qui vont se trouver sur le site vitrinetechnologique.com. Et vous êtes, en arrivant sur cette page-là, vous êtes départagé à savoir si vous voulez avoir un casier chez vous. On a 2 emplacements encore disponibles dans le cas de la vitrine. Mais si vous êtes un commerçant, à ce moment-là, quelles sont principalement les réponses à vos questions et les informations vont se trouver là. Et d'ailleurs, pour vous inscrire, bien sûr. Et sinon aussi, si vous êtes un consommateur, et on l'est tous, vous avez réponse à vos questions à cet endroit-là. Donc, une seule page, vitrinetechnologique.com. Merci beaucoup, messieurs. On avait une question, je ne sais plus si vous y avez répondu. On parlait des zones d'enlèvement pour Courant Plus en dehors de Montréal. En tant que tel, au-delà du projet de la vitrine. Oui, au-delà du projet de la vitrine. Oui, au-delà du projet de la vitrine, nous, on fait affaire, en gros, de Saint-Eustache à Terrebonne, sur la rive nord, en passant par Blainville, Laval, Montréal. La rive sud, ça va en gros Boucherville jusqu'à Sainte-Catherine et Candiac et Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc vraiment la grande région métropolitaine, les 4 millions d'habitants qui résident dans le Grand Montréal, on opère. Ah, parfait, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions à l'attention de nos conférenciers, je vous invite à les mettre dans le chat. Oui, ça commence à rentrer. Donc, on aimerait savoir par rapport au projet que vous avez présentement, quelles vont être les prochaines étapes après les 12 premiers mois? Est-ce qu'il y a une phase 2 qui est envisagée et prévue? En fait, François, je vais peut-être prendre la première partie, puis je te laisserai compléter si ça te va. En fait, l'idée de cette vitrine-là, c'est, comme on l'a dit, c'est de faire une étude d'impact puis de voir à quel point ça fonctionne bien. Est-ce qu'effectivement, il y a une réduction des gaz à effet de serre parce qu'il y a moins de transport dans les quartiers résidentiels, parce que les gens n'utilisent pas leur auto pour
faire des détours, des trucs comme ça. Alors, on va faire une étude. À la fin de l'impact, il y a des décisions qui vont se prendre par rapport à la vitrine comme telle. Mais du côté de Lokego, nous, c'est un truc qu'on continue à installer. Donc, après le 12 mois, les sites qui ont accepté de nous accueillir pour le projet, on va retourner les voir, on va s'assurer qu'ils veulent continuer avec nous. Puis si c'est le cas, on va continuer, puis on va continuer à offrir le service. Évidemment, là, il va être payant, ce qui n'est pas présentement, mais ça nous permet en même temps de voir au niveau de l'intégration, puis tout ça, de quelle façon on le fait avec les marchands, avec les transporteurs. Donc, la phase 2, il n'y a pas de phase 2 à la vitrine qui est prévue comme telle. Il y a une étude qui est prévue pour la fin, mais du côté de Lokego, c'est quelque chose qu'on va continuer. Super, merci beaucoup. Jean-François, est-ce que tu voulais compléter la réponse de Jean? Non, c'est assez complet, là, hormis qu'évidemment, nous, on est, étant donné la nature de la bête, Laval innove, on est là pour tester la proposition innovante. Donc, évidemment, après le pilote, nous, on est plus en reddition de compte si on veut. Et donc, ça devient un peu, effectivement, comme Jean le disait, là, des ententes qui vont être entre partenaires privés. Puis nous, on va se concentrer sur d'autres projets à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu ça, dans le cas de Laval innove, la suite des choses. Parfait. Tu disais donc la suite, ce serait dans la reddition de compte. Est-ce que les données, les datas que vous allez tirer de ce projet seront accessibles au grand public? Admettons qu'un commerçant veuille savoir ou une autre ville soit intéressée à savoir comment s'est portée cette initiative afin de l'implanter de son côté. Est-ce que la personne pourra avoir accès aux résultats? De façon générale, je dirais que oui, là, c'est de l'argent public. Donc, en théorie, notre vision par rapport à ça, c'est qu'évidemment, ça serait des rapports qui seraient publics. Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de données sensibles là-dedans. Là, évidemment, s'il y avait quoi que ce soit qui devait rester confidentiel, ça resterait, mais essentiellement, ça va être des données sur comment se sont comportés autant les acheteurs que les commerçants dans l'usage de la vitrine. Donc, ça risque d'être des informations très pertinentes pour répliquer un modèle similaire. Donc, en théorie, oui, tout à fait, les rapports seront publics et dévoilés en temps et lieu. Parfait. On a une autre question concernant le volume. Donc, quel volume de colis déposez-vous par jour en ce moment dans le cadre de ce projet? Et avez-vous la chance d'accumuler donc les statistiques intéressantes pour le moment? Alors, je dirais qu'au début, en ce moment, on est au début du projet, donc on est en bon français, qu'on est en ramp-up. Et c'est bien pour ça qu'on est devant vous et qu'on espère que vous allez ajouter du volume. Et voilà. Donc, mais dans tous les cas, si vous voulez livrer 100 colis par jour, on a absolument la capacité pour le faire. Les équipes. Et oui, on va, comme François vient de le dire, on va communiquer ces analyses à la fin du projet. C'est ça. Donc, les statistiques ne sont pas disponibles pour le moment parce qu'on vient juste d'amorcer le projet. Mais d'ici quelque chose comme l'été prochain, là, on va avoir des statistiques complètes. Génial, merci beaucoup, messieurs. Je pense que ça fait le tour des questions. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. S'il y a d'autres questions qui rentrent, moi, je vais en profiter pour vous remercier, messieurs. Merci infiniment de votre présence, de votre partage. J'espère que vous avez inspiré les personnes présentes. Le but, c'est vraiment de faire connaître le projet, de montrer aux gens qu'il y a d'autres initiatives qui existent concernant la livraison et que vous faites votre petit bout de chemin pour contribuer aux frais du dernier kilomètre qui sont vraiment un enjeu pour les commerçants. Donc, j'espère que vous avez inspiré plein de gens et qu'ils vous contacteront très prochainement. Vous avez des merci dans le chat, donc merci à vous. Merci également aux participants d'avoir été présents. N'hésitez pas, dans le courriel de remerciement, vous allez avoir les coordonnées de Jean, de Clément, de François. Donc, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les leur poser. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur info@commercialdetailquebec.com. On leur remontera les informations au besoin. Et c'est ça. Donc, sinon, Détail Québec, c'est des webinaires. Donc, je vais vous annoncer les webinaires à venir. Le 21 septembre, on vous donne rendez-vous avec Marc-André Maillot et Audrey Lanier. On va parler de commerce éco-responsable, quelles pratiques adopter et comment s'y prendre. On va également avoir 2 entreprises détaillantes qui vont participer à cette table ronde. Il s'agit d'Atelier B et de la maison Simons. Chacune de ces entreprises nous présentera un projet éco-responsable qu'elle a mis en place
et vous expliquera les retombées de chacun de ces projets. Le 7 octobre, donc, comme vous le savez, Détail Québec, on a fait une enquête de rémunération. Donc, on va vous présenter les résultats de cette enquête de rémunération 2022. Ce sera vraiment une présentation pour découvrir les grandes tendances et pour avoir l'entièreté de l'enquête, il faudra vous la procurer en temps voulu. Donc, c'est le mot de la fin pour moi. Ça termine l'activité de ce jour. Je vous remercie d'avoir été en notre compagnie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, messieurs. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.